longtemps j'ai tenu. 3 ans. Record du monde. Record du monde, Jean-Eudes. Jean-Eudes. 3 ans, vous disiez. Mais 3 ans de quoi exactement? 3 ans d'apnée, 3 ans de fuite, 3 ans d'ellipse, 3 ans de cavalcade, 3 ans de disparition finalement. Oui, bon, vous allez pas me faire tous les synonymes, non? Non, c'est vrai. Pourquoi je vous dis tout ça à vous en plus? Puis vous êtes qui? Puis je suis où moi? Je suis mort, c'est ça? Puis pourquoi je suis enceinte? Il s'agit juste d'un surpoids classique. Oh. Vous ressassez encore ces questions? On va devoir encore régresser à ce point, monsieur. Vous êtes dans mon cabinet. Je suis le professeur Fachel Schnurrbart. Vous êtes en sécurité. Je vous l'ai déjà dit. Jean-Eudes n'existe pas. Le flot sans nom n'existe pas. C'est sidérant de vous voir à ce point dans le déni. Comment vous avez fait ce son-là? Le son que vous avez fait avec votre bouche? Comment vous faites ce son-là? Je ne vois pas de quoi vous parlez, monsieur Bip. Vous parliez d'apnée, n'est-ce pas? Mais non, je voulais dire le... Vous voyez, je sais pas le faire! D'accord, donc celui-là, il est fini à la pisse. Ah mais je vous entends, hein. Puis d'abord, il est où mon masque? Et puis, pendant qu'on parle de ça, c'est très gentil de votre part hein, de m'avoir rendu mon œil. Mais peu importe comment vous avez fait, est-ce que vous avez la moindre idée de la douleur que ça engendre de se l'arracher tout seul? Je ne crois pas, non. Je ne crois pas. Déjà la première fois, j'étais pas joasse. Pas joasse. Je note. Joasse. A-C-H-E. Attendez une minute! Mais non, c'est beaucoup trop long. C'est bien ce que je me disais. Attendez! Ne seriez-vous pas naître en train de narguer mon être? Non, je vous prie de cesser ces doubles négations, vous me donnez la nausée. Je vous demandais simplement très poliment si vous vous foutiez de ma gueule. Ah j'ai fait, mais oui, mais bien sûr. Enfin bref, il est temps de procéder. De procéder. De procéder à quoi? Eh bien, mon fétiche, mon kink. Votre qui? Oui, laissez-moi vous montrer. Vous l'allez voir. Vous allez voir mon beau rasoir. Alors, non merci. Non, vraiment, je pensais que vous étiez plutôt gentil, moi. Tu vois, ça va bien se passer. Je te jure, ça va bien se passer. Je croyais que vous étiez gentil, vous m'avez rendu mon œil. En fait, non. Mais ça y est, j'ai compris. J'ai tout compris. Vous m'avez rendu mon œil pour me forcer à aller voir des films en 3D à nouveau. Quoi? C'était ça? Bah oui, vous imaginiez quoi d'autre? À vrai dire, n'importe quoi d'autre. Ah oui, bah forcément, je comprends. Je comprends. Bah, je vais vous laisser reprendre votre assaut, hein. Oui. Moi, j'étais plutôt par là. C'est ça, et moi, plutôt là, hein? Oui, tenez. Ah, merci. T'es là. Bien. Reprenons. Dis donc, Félon. Toujours pas foutu de t'en sortir tout seul, hein. Ça me rappelle quand je changeais encore tes couches, tu avais à peine 20 ans. Jean-Eudes, mais c'est toi? Oui, je suis Jean-Eudes, jeune. J'ai renaquis, je suis revenu et apparemment je tombe à pic. Il faut absolument que je te parle de quelque chose. Mais t'es redevenu jeune et t'as récupéré ta langue. D'ailleurs, je me dois de te le dire, papa. Quel corps de beau gosse t'avais quand t'étais jeune. Parce que, entre nous, hein, qu'on soit clair, vieux, t'étais d'une laideur. Ah, dégueulasse. Oh, mais tu arrêtes, nous faisons face à une problématique terrible. Mais c'est pas un peu bizarre comment tu parles? Quoi? Non, j'ai toujours fait montre d'un langage approprié. Non, Jean-Eudes, non, les gens ne parlent pas comme ça, Jean-Eudes, non. Tu peux m'écouter, bon sang? Oui, non, attends. Oui. Il nous faut trouver... Qui c'est qui l'a fait? Qui c'est qui l'a fait? Oui, qui c'est qui l'a fait? Qui c'est qui l'a fait, oui. Qui c'est qui l'a fait? Oui, qui c'est qui l'a fait? Mais attends, c'est qui c'est qui l'a fait? Le responsable de tout ça? Il nous faut trouver qui c'est qui l'a fait. Qui c'est qui l'a fait? Le responsable de tout ça! Ah, qui c'est qui l'a fait? Oui, qui c'est qui l'a fait? C'est le responsable de tout ça. Qui c'est qui l'a fait? Parce que qui c'est qui l'a fait, c'est qui l'a fait. Qui c'est qui l'a fait le saura que qui c'est qui l'a fait, c'est le responsable de tout ça. Qui c'est qui l'a fait. Ah, oui. Je comprends maintenant.
Mais du coup, pour mon record d'apnée, on fait quoi? Mais on n'a plus le temps pour ça. Il faut tourner la page. Passer à autre chose, regarder la rivière qui, s'écoulant sans conflit, conflue avec les autres flots. Le passé a déjà disparu. La lumière d'hier dans le dos nu qui s'efface peu ou prou. Tient chaud, mais ça fesse malgré tout, man. Man? Ouais, man. Ah, man. Ouais, je comprends mieux maintenant. C'est vrai? Non, pas du tout. Je comprends rien du tout. Mais j'accepte complètement la situation. Et d'ailleurs, c'est une sensation assez singulière. Et si je devais te la décrire, je dirais surtout que ce sont des sortes de... Oh, tu digresses. Ok. Grèce. Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire en fait. Vois-tu, la digression n'a rien à voir avec la Grèce en vérité. Tout dépend de si tu parles de Grèce ou de Grèce. En revanche, si tu parles de Grèce, ça change tout. Oh, mais la ferme tous les deux! On est censé parler de cinéma! Pas en faire un tout entier avec des chevaux qui seraient grands et vous qui monteriez dessus, non? Déjà, on dit pas tout à fait comme ça pour commencer. Et ensuite, PTDR, t'es qui? Toi, tu la fermes! Tu sers à rien avec tes deux yeux, là! On me donne bien des noms. Qui c'est qui l'a fait? Le rôdeur de Soissons. La peur de Roubaix. L'enchanteur du Poitou. Philippe. Tant de noms. Jean-Eudes, qu'est-ce qu'on avait dit? Eh bien, il m'avait pourtant semblé que c'était bel et bien toi. Mais c'est moi, abruti d'ancien vieux! C'est du racisme anti-vieux caractérisé. Eh bien, mon cher monsieur, je ne saurais le tolérer plus avant. Alors personnellement, je suis pas sûr de suivre là. Je vous disais donc, mon bon monsieur, que vous m'enquiquinez au plus haut point. Désolé. J'aurais aimé rester poli, mais merde. Ça fait du bien. Mais non, mais Jean-Eudes, c'est pas ça, tu sais. Je suis désolé, mon pote, c'est parce que je suis en retard, tu le vois bien. Alors j'ai eu un coup de stress et du coup je t'aime, mon pote. Ah d'accord. Mais je vais vous laisser, hein. Je vais récupérer mon masque et puis je vais partir. J'ai des trucs à faire. Hein, ça parle de cinéma italien, tout ça. Mais c'est justement le pourquoi du comment, mon très cher moi. J'avais tout prévu, tout calculé. Alors bas les masques. T'auras qu'à le porter quand tu chantes mal. Ah bah d'accord, ah merci. Mais et puis bon, ouais, très bien ce masque. Écoute, regarde, hop. Bon, c'est vrai qu'on voit pas grand chose et puis ah, ça pue. Mais j'arrive pas à savoir ce que ça pue, c'est nouveau. C'est... Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Ah ah! Parce qu'en fait, c'était moi depuis le début. Ah ça picote un peu au niveau du ventricule. Ah ah! Bah tu vois Jean-Eudes, j'aurais jamais cru que ça se passerait comme ça. C'était en effet d'une cocasserie rare, mon cher. Mais d'ailleurs, ça commence à faire un peu long. Pourquoi t'es encore là? Tu vas te noyer. Non, peut-être. Mais on a un dernier détail à régler. Oh non. Ah si. Non. Bon, on va pouvoir parler du Giallo. Bonjour. Ça fait longtemps que je voulais parler d'un film. Il était là, sa jaquette me toisant de ses seins que je ne saurais montrer sur YouTube, et j'étais comme ce petit personnage, moi. Là, face au film, comme lui, face à l'aplomb séducteur de cette géante dans son style d'art nouveau, j'étais comme au pied du mur. Et de mon souvenir, je me rappelle que par chance, j'avais pu, en cette année banale de 2014, voir la seule copie qui traînait de cinéma parisien en cinéma parisien. Je ne savais pas du tout ce que j'allais aller voir, un ami m'ayant simplement dit « Va le voir et ferme-la ». J'ai donc obtempéré devant tant de verve et d'aplomb. Et c'est dès les premières secondes que l'univers se déchirait devant mes yeux, criant dans mes oreilles ses sons kaléidoscopiques, m'enfonçant profondément dans mon fauteuil et dans un sentiment que toute fuite était impossible. Je ne savais pas encore que se jouaient devant mes yeux les petits enfants monstrueux d'un style disparu. Et c'est à la faveur de la redécouverte de ce film par le biais d'un combo DVD Blu-ray vendu à vil prix que j'ai pu me rendre compte qu'il rendait hommage à un genre plus large, plus ancien, et que d'aucuns qualifieraient de cryptique. Le Giallo. Giallo. Je sais pas parler italien. Et on va enfin parler du Giallo. Enfin, d'un Giallo. Enfin, d'un film qui rend hommage au Giallo et... Oui, c'est un Giallo, ils le disent eux-mêmes. Alors, bon, on a beaucoup trop répété le mot Giallo, probablement suffisamment pour toute une vie, mais c'est pas fini du tout.
Ce film dont je veux parler depuis très longtemps, donc, c'est L'étrange couleur des larmes de ton corps, réalisé par le duo Hélène Catet et Bruno Forzani en 2013, et ça m'a profondément marqué. Mais je vais d'abord commencer par une petite explication de ce qu'est le giallo. Le giallo est un genre cinématographique assez singulier qui a connu sa concrétisation, son apogée et sa chute en Italie entre les années 60 et les années 80. On pourrait même dire qu'il est passé par la gloire, l'iconique, et il est allé jusqu'à chercher à toucher le légendaire. Mais il finira comme cinéma d'exploitation jusqu'à lasser le public. Son nom, giallo, dérive d'une collection de romans d'enquête et de meurtre qui, comme tout bon polar, ne révélait l'assassin que dans les toutes dernières pages, une formule à succès bien repérable sur les étagères avec sa couverture toute jaune. Giallo voulant dire jaune. Jaune. Et comme dans tout genre, on y retrouve des codes. Ce sont des films à énigmes, à tiroirs, à mi-chemin entre le film policier et le film d'horreur, le tout teinté d'un érotisme dérangeant. Entraîné par le principe du whodunit, qui serait, je suis d'accord, un fort joli nom de pâtisserie, ça se traduirait plutôt par qui sait qui l'a fait. Ces récits s'articulent souvent autour de 3 piliers, souvent archétypaux, et je dis souvent parce que cela varie évidemment en subtilité en fonction des œuvres, sans pour autant totalement s'en affranchir. Tout cela reste bien évidemment à la discrétion des auteurs, évidemment. C'est en général un jeune bellâtre de la société civile plutôt classe moyenne supérieure. Entendez par là qu'il n'est ni militaire, ni policier, ni ouvrier, sinon il peut être à peu près n'importe quoi. Et cela a finalement peu d'importance parce qu'il se retrouve plongé malgré lui dans une affaire dont il sera à la fois le suspect et l'enquêteur. Le moteur du récit étant son besoin viscéral de résoudre l'enquête pour sauver sa propre vie. Il sera souvent mis en confrontation avec la perte de ses repères sociaux, spatiaux ou sensoriels. Et il n'y a pas grand chose à dire de plus sur ce héros qui est souvent un peu creux pour laisser le spectateur remplir les trous avec sa propre personnalité. Fétichiste habillé de cuir, comme une seconde peau tannée provenant de ses victimes. Montré par morceaux à assembler, il est d'abord une silhouette, puis des mains, gantées, toujours, avec un couteau ou un rasoir, arme représentée comme sacrée et reflétant un halo de lumière pâle, comme si la mort était la seule lumière qu'entrevoyait cet assassin. Ces armes renvoient aussi à la douceur, la caresse pour le rasoir et la pénétration pour le couteau, ce qui donne donc des meurtres pervers qui sont une forme de possession des femmes que le tueur ne pourrait pas posséder dans la vraie vie. Alors, petit disclaimer quand même, je sais pertinemment qu'on ne peut pas posséder des gens, hein. Je parle ici donc de tueurs, de meurtriers et plus largement d'archétypes cinématographiques. Merci. Ah si, il faut... Ah si, Jean-Eudes, faut prévenir. Si. Non. Ah si. Ce tueur est donc la clé du récit, l'énigme à résoudre. Savoir qui il est devient l'objectif du spectateur. Et c'est pour ça que je regarde des giallo tout seul, parce que comme je parle pendant les films, les gens s'énervent et on n'arrive plus à... Oui, je parle pendant les films, oui. Pardon. Elles sont stéréotypées, elles sont belles, elles sont sursexualisées, à la fois fortes et victimes. Les femmes dans le giallo, elles sont libres. Elles sont l'écho des mouvements de libération des femmes en Italie dans les années 70. Libération sociale, libération sexuelle, le porno fleurissant, toutes ces composantes de la société ont pour écho l'érotisation triomphante du giallo. Et même si l'image de la femme nue fait partie du cinéma depuis ses débuts, elle est ici souvent agressée, détruite, lacérée, comme pour montrer l'horreur de détruire la beauté. Et là où l'on pourrait trouver ces films extrêmement misogynes, je crois qu'il n'en est rien. Et qu'au contraire, le giallo est profondément féministe. Car ces femmes font des choix. Le choix d'être seules et indépendantes. Et se retrouvent donc en position de fragilité au mauvais endroit au mauvais moment. Mais ce sont les choix des hommes, des tueurs qui les mènent à la mort. Pas leur propre faiblesse. Alors, je sais que le titre est rigolo parce qu'on pourrait s'imaginer des gens qui font des rêves érotiques en apesanteur, où ils finissent par s'entretuer et tout, mais c'est pas ça du tout. Non. Et bien que certains voient des proto-giallo dès 1933 avec le film Giallo de Mario Camerini, je vais me concentrer sur les périodes un peu plus récentes. Et on considère généralement que cette mouvance s'affirme et se concrétise en 1963 avec La fille qui en savait trop, réalisé par Mario Bava, qui s'inspire clairement du cinéma d'Hitchcock. Faire le titre, je veux dire, le titre. Le film relatant l'histoire d'une jeune femme témoin d'un meurtrier et poursuivie ensuite par le meurtrier. Classique s'il en est, bien sûr. Mais est-ce que c'est vraiment le premier de vrai des vrais premiers giallo ? Ah, pas vraiment. Il manquait encore un élément essentiel à Mario Bava pour parfaire le giallo, et c'est l'arrivée de la couleur sur les pellicules qui va permettre à Bava de poser les jalons de l'identité chromatique du giallo. Des lumières de couleurs vives non sensiques évoquant un certain onirisme, les pulsions et la sexualité contrastées par l'ombre, les noirs profonds, et ramenant au cauchemar et à la mort et à l'inconnu. Une des principales caractéristiques du giallo va être sa gestion de l'espace, dans le sens de là où les personnages vont évoluer, que ce soit dans des huis clos, dans des courses-poursuites, la lumière, l'ombre, voire les ténèbres ont une fonction prépondérante, délimiter l'essence du personnage. Il ne peut pas percevoir ce qui se trouve dans le noir, dans l'obscurité, liant la perception du personnage à celle du spectateur, faisant appel à nos pulsions et nos instincts les plus primaires. Et en définitive, c'est là que va chercher le giallo, dans l'instinct, dans la survie ou à l'inverse la recherche de la destruction. Parce que c'est là que vont chercher ces films. Putain, un bon giallo te fera bander pendant que t'es en train de vomir. Métaphoriquement, hein.
Et cette mise en scène de l'espace, présentée comme intime, est là pour mieux être dévoyée par la présence d'intrus. Et ça nous renvoie à notre propre insécurité et notre propre paranoïa. Le foyer rassurant qui devient l'ornière dont on ne s'échappe pas, la plante carnivore qui se refait... Oh. J'arrête les métaphores, Jean-Luc, je te promets, j'arrête. Ce que je voulais dire, c'est que le lieu est lié de manière organique au protagoniste. Souvent, l'acte de meurtre est filmé en gros plan, séparant donc les personnages de l'espace précédent, comme coulant dans des ténèbres insondables. Et comme pendant une scène de sexe, on est dans le registre de l'intime. Horrible, mais intime. D'où la dimension érotique gênante. Et j'irais même jusqu'à parler de poésie macabre. Mais attention, ne confondons pas tout, car pour autant que contiennent les giallos de dimension érotisante, ils ne sont pas des films érotiques, et les confondre relèverait selon moi du problématique. Ouais, Thanatos est vachement trop présent pour que Eros puisse faire son travail en paix. Voilà, non, je voulais juste être très clair sur cette question. Et contrairement au porno, les formes filmées ne sont jamais vulgaires. Bon, loin de moi l'idée de dire qu'absolument tout le porno est vulgaire, mais je dis qu'il peut l'être. La vulgarité étant un langage comme un autre, hein, pas de jugement de valeur ici, le tout étant de savoir ce qu'on dit, ce qu'on fait et comment est-ce qu'on le présente au spectateur. C'est tout. L'idée malsaine de pouvoir posséder jusqu'à détruire amène le spectateur irrémédiablement à devenir complice, de par sa passivité forcée devant l'écran, de tout ce voyeurisme, de ces excès de chair et de la frustration de tous ces meurtres. Oh. Et finalement, qu'est-ce que le café? Qu'est-ce que le giallo? Qu'est-ce que le giallo? Le giallo. Eh ben c'est du cinéma d'exploitation. Voilà, merci. À bientôt. Non, évidemment non. Le giallo s'inscrit comme un reflet cryptique de la société italienne de la fin des années 60 et du début des années 70, empreinte de violence, d'attentats, d'assassinats, comme un écho à la défiance de la société envers la police et les institutions. Cette société donc livrée à elle-même face à des monstres, même au sein de ces dites institutions. De toute évidence, la violence graphique et la paranoïa du giallo étaient cathartiques pour le public italien. Mais finalement, c'est à partir du milieu des années 70 que le genre ne parviendra pas à se renouveler et tombera dans la surenchère, et le public se lassera, préférant directement aller voir du porno qui, lui, ne faisait pas vomir quand on bordait. Je crois. Le giallo mourra tout simplement de la lassitude des maîtres du genre et de sa surreprésentation dans les salles, et comme tout ce qui va trop vite, le giallo est mort de sa propre prolifération. Mais il a fait des enfants, car le cinéma ne disparaît jamais vraiment et n'attend que d'être redécouvert à la faveur d'une séance rétrospective obscure dans un cinéma de quartier paumé, ou même une nuit d'insomnie zappant de chaîne télé en chaîne télé tombant sur ce film dont on ne retiendra jamais le nom mais dont le souvenir sera impérissable. Oui, aujourd'hui, avec le numérique, évidemment, ça fait moins ça. Alors oui, certains gialli faits par des réalisateurs opportunistes et sensationnalistes sont plutôt racoleurs, mais c'est parce que ça remplissait les salles tout simplement, et aujourd'hui, ces films-là se noient dans le genre prolifique qu'a pu être le giallo. Mais ils ne sont pas à confondre avec les étalons du genre qui eux possèdent plusieurs niveaux de lecture. Et je prendrais pour exemple, dans un tout autre style, Rambo 1. Rambo 1, fresque de critique sociétale, et maintenant c'est suite. Le ton a changé. À ne pas confondre donc. Tiens, petite anecdote, L'Oiseau au plumage de cristal, le premier giallo de Dario Argento, qui avait quand même scénarisé Il était une fois dans l'Ouest, excusez-moi du peu. Bref, ce film rencontra un tel succès que bon nombre de films dans les mois qui suivirent adopteront des titres animaliers. Adopter... La mode était lancée. Il fallait avoir des titres vaguement évocateurs d'érotisme pour accrocher le public. Et c'est parti assez loin avec des films comme La queue du scorpion, Orgasmo. Non, pas celui-là. Oui, voilà, celui-là. La tarentule au ventre noir, plus venimeux que le cobra, 6 femmes pour l'assassin. Belle soirée en perspective. Photo interdite d'une bourgeoise, les insatisfaites poupées érotiques du Dr Hitchcock. Et d'ailleurs, pour tous les comédiens qui cherchent une phrase de chauffe, moi avant j'utilisais tout le temps modalité à voir dans les magasins participants. Mais en fait, les insatisfaites poupées érotiques du Dr Hitchcock. Et bien sûr, mon préféré, ton vice est une pièce fermée, moi seul en ai la clé. Et la tradition du titre évocateur, stimulant voire racoleur se poursuit donc encore aujourd'hui avec L'étrange couleur des larmes de ton corps, qui est clairement un hommage déstructuré au giallo et plus largement au cinéma lui. Bon, je pense avoir posé des bases suffisantes, on va pouvoir parler du film. Donc, qu'est-ce que c'est L'étrange couleur des larmes de ton corps? Ah bravo, super analyse. Non mais tu peux éteindre le matos et ranger. Ce premier degré que tu as en permanence, c'est excessivement énervant, Jean-Eudes. Donc, L'étrange couleur des larmes de ton corps. Tout d'abord, c'est clairement pas un film à mettre devant tous les yeux, hein. Vous voilà prévenu. Et aussi, je pourrais clairement pas montrer certains passages du film sur YouTube, donc j'essaierai de faire de la censure rigolote. Je vais parler ouvertement des éléments clés du film, donc si vous l'avez pas vu, allez, hop. Allez, on va le voir, hop. Et après, on revient ici. Bon, il y a bien un scénario, hein. Une femme disparaît, son mari enquête. Bon.
Mais derrière ce classicisme ronflant se dévoile un cauchemar fiévreux et psychédélique, une chute dans les profondeurs de la turpitude et une montée vers l'illumination d'une révélation morbide. Et du décès. Il y a du décès, ouais. Bref, c'est du 100% total et absolu show don't tell, montre ne raconte pas. Un principe assez essentiel du cinéma que certains semblent avoir purement et simplement oublié. Je ne vise personne, suivez mon regard. Le film se permet une approche stricto sensu des axes que j'ai décrits en première partie. L'approche du lieu, de la perception de l'espace et de sa connexion organique avec les personnages. Le métrage prend clairement des partis pris radicaux et comme j'en parle dans une autre vidéo qui doit s'afficher quelque part, je sais pas, le film bascule dans le registre de l'extimité, l'intimité exposée. Et tout y passe à l'image, et avec une virtuosité certaine, qui nous entraîne inexorablement à sentir les personnages comme démembrés par l'image, isolant chaque partie du corps en très gros plans, de la peau, des yeux, de la chair ruisselante des yeux, et par là même rendre chaque unité plus fragile, à la limite du fétichisme. Alors oui, dans le film, il y a beaucoup de tétés, de zouzous, et on ne les montrera pas sur YouTube. Et on en revient toujours, finalement, dans ce type de film, au concept d'extimité, intimement lié au désir des réalisateurs de vous mettre mal à l'aise en mélangeant des registres quasiment oxymoriques. Et j'y arrive très bien, parce qu'on n'a pas du tout envie d'être aussi proche d'une lame acérée effleurant la peau. Surtout avec ce sound design extrêmement appuyé, dont Kate et Forzani sont fort coutumiers, puisque dès 2001 sur leur premier court-métrage, réalisé image par image, la bande-son a été totalement créée en post-prod par le duo, et on sent qu'ils maîtrisent l'exercice, même si aujourd'hui ils travaillent avec un bruiteur. Mais alors qu'est-ce que ça raconte finalement ? Bah ici le scénario ce n'est qu'un prétexte, car ce qui est important c'est le développement visuel de l'action comme axiome de narration, et non le développement des personnages. Ils n'évoluent pas, ou peu, on va dire qu'ils restent figés dans leur torpeur malsaine qui les entraînera, eux et le film, vers la destruction totale. Alors, de ce que j'en ai compris moi, ça parle de vices, de traumatisme, de voyeurisme, de frustration, d'enfance brisée, et je crois que ces personnages ont un sérieux problème avec le vagin. Enfin bref, comme je l'ai déjà dit, dérouler le film n'a pas trop de sens. Donc je vais plutôt m'attarder sur quelques aspects, séquences, quelques trucs du film. Dès le générique, au moment de l'arrivée de Dan dans la maison, elle l'avale, le dévore et nous avec. Et cette unité de lieu est totalement soutenue par l'impossibilité de Dan de quitter l'immeuble, comme au début, sous, il se retrouve dehors et cherche immédiatement à rentrer, ou plus tard quand il tombe dans le vide et se réveille dans son lit. Et j'apprécie énormément la manière dont le décorum, la scène devient instable et semble changeante au fur et à mesure de la progression. Montré dès le départ dans le générique d'ailleurs, le labyrinthe qui s'étend devant nos pas, rendant impossible toute forme de sortie. Mais qu'en disent le duo Kate et Forzani ? On a tourné quasiment que dans des maisons qui sont pas très loin de chez nous et elles sont pas ouvertes en tout cas, elles n'étaient pas ouvertes au public à l'époque. Et donc c'est des maisons qui sont voilà, on voit les façades et puis elles sont fermées et puis le cinéma permet de les ouvrir. Et quand on rentre dedans, bon, elles sont voilà, il y a une aura, voilà. Il y en avait une qui était très labyrinthique et ça correspondait exactement à notre narration pour L'étrange couleur. C'est vraiment un film labyrinthe. L'architecture Art Nouveau avec aussi toute cette iconographie foisonnante de plantes qui va dans tous les sens, de femmes un peu déifiées comme ça. Et ça correspondait exactement à notre sujet. Donc c'était vraiment le courant parfait pour soutenir notre propos. Ouais, et puis en fait l'architecture du passé permet de créer un univers onirique et fantastique facilement. Et je rajouterais quoi ? Un dernier truc, c'est que... je me rappelle plus. Et oui, par rapport au côté sensoriel, la maison dont parlait Hélène, l'hôtel Solvay, elle est construite sur 2 maisons. Tu as 2 maisons qui n'en font qu'une, et quand tu rentres dedans pour la première fois, tu es complètement perdu et tu es enivré par le travail qu'a fait Horta, par le travail de l'architecte, parce que tu perds tous tes repères. Et du coup, on a passé 3 ou 4 jours avant de comprendre comment elle était faite pour pouvoir faire les plans, parce que tu as vraiment une sensation physique forte. On voulait faire un film physique, sensoriel, et on se disait que cette architecture, l'effet qu'elle nous donnait, pouvait être transmis au spectateur. Voilà. Personnellement, l'Art Nouveau, c'est une esthétique que j'apprécie énormément, et son lien thématique avec ses ramifications labyrinthiques et la déification des femmes dans cette iconographie me paraît finalement être un cadre absolument parfait pour un giallo. Alors, la pixelation. En gros, la seule différence avec du stop motion, c'est qu'on filme, qu'on prend en photo des comédiens, des gens, des humains. Si c'est que des objets, stop motion. S'il y a des gens, pixelation.
Voilà, faites ce que vous voulez de cette information. Cette technique est très utilisée tout au long du film sur des images en noir et blanc. Et moi qui suis fan de texture dans les images, j'avoue que je suis servi. Cette technique sert clairement à établir ces séquences comme presque en dehors de la trame principale que l'on suit. En tout cas, pas dans la temporalité que Dan, le personnage principal, subit. J'y ai vu comme une allégorie d'un souvenir, surtout, le souvenir macabre de la culpabilisation de la masturbation par un père abusif, voire des abus bien plus prononcés, comme la séquence dans la salle de bain, le rideau de douche renvoyant au motif sur les boîtes qui contiennent les têtes de femmes, le grondement sur la porte, les pièges qui se referment sur elle, et ses mains gantées qui plongent dans la chair jusqu'au supplice. Ah. Et alors, je ne sais pas qui sont ces elles, peut-être toutes les victimes, peut-être qu'elles se remplacent l'une l'autre, ou alors vivent les traumas des autres. La métaphore m'échappe sur ce point. Ce qui est sûr, plus ou moins, c'est que ce sont des Laura. Les Laura qu'on peut voir dans le livre de photos à la fin, où l'on peut clairement distinguer des taches Enfin, un peu... Autour des photos, Ouais. Et sur le plan technique, je laisse Bruno Forzani parler du tournage de cette séquence. Les séquences en noir et blanc, c'est vraiment fait avec un appareil photo. Avant, quand on faisait nos courts-métrages, on tournait ça avec des diapositives, donc avec des bobines de 36 poses. Et maintenant, on a fait notre film en Super 16, mais cette séquence-là est en numérique, donc on l'a fait avec un 5D. Et du coup, la conséquence, c'est que on s'est retrouvé avec 14 000 photos. Ça devenait un film d'animation, c'était de la pixelation vraiment. Alors que quand on tournait justement en pellicule, on avait cette pauvreté qui faisait que on ne couvrait pas trop, quoi, si tu veux. Et donc on a dû retourner, si tu veux, après au montage, à ce côté pauvre de l'animation. Mais voilà, retourner à quelque chose de plus en suspension et moins animé, parce que sinon c'était cartoonesque. Voilà. Et donc tout le challenge de cette séquence, qui a été une des séquences les plus dures à tourner, c'était sur le rythme, parce que donc on voulait faire une course-poursuite en image figée, donc c'était un peu antithétique, et donc ça a été tout le challenge. Et aussi par rapport au court-métrage qu'on avait fait, souvent le personnage était seul, et là tout d'un coup il y avait plusieurs personnages, t'as plusieurs assassins et tout ça, et donc en termes de chorégraphie c'était beaucoup plus compliqué à mettre en place. Et il y avait aussi pas mal d'effets spéciaux, et voilà, et donc ça a été une des séquences qui a été le plus dur à tourner. Moi là vraiment j'ai dû un moment me concentrer, parce que c'était voilà. Il y a plein de paramètres à gérer, et c'était assez chaud. En tout cas, ce sont des séquences absolument inattendues et franchement marquantes. Un exemple de mise en scène. Et ça fait partie des premières images qui me reviennent en tête quand je me souviens du film. Voilà, normalement vous avez l'idée là. C'est oppressant, c'est puissant, c'est là, c'est autour de vous, c'est en vous, ça résonne bien au-delà de la diégèse. Le son sert son propos admirablement bien. Comme disent les jeunes, masterclass. Qu'est-ce que c'est que ce poulet? Mais écoutons Bruno Forzani nous parler de cuir. Quand il y a le moment du cuir avec le bruiteur, c'est toujours le même bruiteur avec lequel on travaille. Il amène des nouveaux sacs en cuir et tout ça, et il dit ça y est, j'ai un nouveau son de cuir, ça va encore évoluer. Et puis c'est ce truc de travailler, donc pour un son de cuir, t'en as 3 différents. Et puis c'est voilà, je sais pas, c'est un truc qui nous fait triper, on aime ça. Et je me rappelle après, pour notre deuxième court métrage, justement c'est la première fois qu'on faisait quelque chose sur le travail de la figure de l'assassin dans le giallo, et on partait dans des gros plans de cuir. Et le mixeur trouvait que c'était trop fort, et nous justement, plus ça devenait fort, plus ça nous englobait, ça nous enveloppait, et on ressentait quelque chose. Et c'est ce truc-là, à chaque fois, on essaie de trouver le truc qui nous fait vibrer à l'intérieur. Pour ce qui est des musiques, c'est pareil, j'adore la BO de ce film. Des choix toujours très judicieux, et à mon grand étonnement, uniquement des musiques de films italiens des années 70. Hasard? Je ne crois pas. Par exemple, ces chansons-là dont je vous affiche le titre à l'écran, parce que je ne me risquerai pas à prononcer leur nom en italien. Je peux pas vous les passer sur YouTube, mais elles y sont. Et je vous invite à aller en écouter quelques-unes. Vous allez voir, vous en connaissez déjà. Et il y a de sacrées pépites, hein. Par exemple, j'ai découvert la BO du film Le Grand Racket, dont je prononcerai le titre qu'en français, qui est une mine d'or psyché des 70s sur des trucs d'environ 1 minute. Mais que quelqu'un nous remixe tout ça! C'est une mine à sample, le machin! Et dans le film, il y a même la montée cristiano-sensuelle de Maddalena, c'est incroyable! Non, parce que je le savais pas, mais en fait, j'adore la musique du cinéma italien des années 70. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai toujours trouvé que l'opening de Nadia et le secret de l'eau bleue, l'opening japonais, il avait ce côté rock italien, hein. Et même si je sais que ça fait peu de sens pour certains, moi je n'en démords pas, et je maintiendrai jusqu'au... On est en derrière là. Oui. Reprenons. Bon, vous l'aurez compris, au niveau de la bande-son, du sound design, c'est...
Oh, c'est bon. Je me suis un peu emporté. Et pour finir sur ce thème particulier, je voudrais juste noter que j'apprécie énormément ce petit thème de la révélation, qui en fait est l'intro d'une musique de Emmanuel, par Nico Fendico, My Boundless, et non seulement ça colle trop bien, mais en plus ça fait beaucoup de sens, j'adore. Puis bon, en plus c'était pas prévu à la base, puisqu'ils ne choisissent les musiques qu'après le montage. Quand on monte, on met la musique que après, parce qu'on veut pas être influencé par le rythme de la musique, on veut pas faire comme les clips. Et donc du coup, quand une musique ne marche pas, donc on monte la séquence muette, puis après on met la musique dessus. Si la musique ne marche pas, on essaie d'autres musiques, mais le montage n'a pas été fait par rapport à une musique. Voilà. Je crois sur nos courts-métrages, on avait travaillé à 2 reprises sur des musiques vraiment créées pour le film. Mais après, avec Amère et étrange couleur, on n'a jamais pensé le film avec quelqu'un qui écrit la musique. D'accord. C'est toujours les musiques qui nous ont vraiment inspiré Même au les niveau films. musical, on sort pas de l'univers. Bah tu vois, après c'est différents genres, dans l'étrange couleur, et même dans Amère, t'as du Polizieski, t'as par exemple le morceau de Morricone, il vient de Maddalena, et donc c'est plutôt un film érotique, on va dire, un Priestsploitation. S'il y a bien une autre séquence que je trouve particulièrement iconique dans ce film, c'est bien cette séquence de cauchemar. Bon, il y a plusieurs séquences de cauchemar, plus ou moins, mais celle-ci revêt clairement un caractère singulier. Cette scène intervient juste après qu'il ait retrouvé la tête de sa femme dans une boîte et juste avant qu'il soit emmené au commissariat pour y être interrogé. Mon postulat est donc que cette scène n'existe pas réellement dans la diégèse. En observant la tête de sa femme, qu'il tient entre ses mains, il est comme plongé, comme absorbé par cette blessure en forme de... Donc, cette séquence n'existe pas en fait, et elle n'est pas non plus un cauchemar. C'est pour moi l'allégorie de ce moment, cet instant où il tient la tête de sa femme entre ses mains et qu'il réalise qu'il tient la tête de sa femme entre ses mains. Et ce sont donc des chocs successifs intervenant par la sonnette et des versions de lui qui cherchent à fuir. Il est inévitablement pénétré par la réalité qui le rattrape et se referme sur lui en le déchirant dans tous les sens. Et j'irai plus loin. C'est le film lui-même qui se déchire, qui sort de sa propre diégèse. La conscience de soi du personnage, éclatement du moi, son cauchemar qui est un écho à ce que vit le personnage, mais aussi en écho au film, car d'abord comme éclaté entre différentes valeurs qui composent une image en couleur, en mélangeant les différentes itérations colorées, il redeviendrait un, uni. Et c'est ce qui se passe. On peut y voir aussi la panique d'un homme dépassé par son passé, par son futur, incapable de saisir réellement le présent, un homme perdu, dépassé par lui-même et ses propres démons. Après, c'est peut-être un peu de la branlette. Et le film reprend, dans le monde réel, comme si c'était rien passé, avec la douleur froide et intérieure de devoir être dans ce réel-là. Moi j'aime bien me dire que j'ai rien compris à ce film. De toute façon, à chaque visionnage, je m'accroche à des nouveaux détails et me fais une idée légèrement différente de ce qui pourrait être laissé à l'interprétation. Non, je dirais pas que c'est un film complexe ou difficile, je dirais surtout que c'est un film épais et pour public très averti. Personnellement, j'adore ce film. J'aime tout ce qu'ont fait Hélène Catet et Bruno Forzani. Je suis vraiment admiratif de leur boulot et en plus ils ont l'air franchement sympas. Et leur processus créatif a l'air vachement rigolo. Et voilà ce qu'en dit Hélène Catet. Voilà, quand on écrit ensemble, et comme c'est justement effectivement sensoriel, on veut tout faire passer par un ressenti physique, pas spécialement un truc cérébral, on veut vraiment un truc de ressenti physique. Donc on joue beaucoup sur des associations d'idées, on joue beaucoup sur un impact sur le spectateur qui serait plus dans le ressenti que dans l'intellectualisation. Donc ça, c'est quand même du coup assez subjectif quand même. Et donc, ce qui fait que souvent les idées qu'on a, donc il faut qu'on les essaye pour être sûr d'abord que ça fonctionne, et puis qu'on soit sur la même longueur d'onde en fait. D'abord, donc une fois qu'on a fait le découpage, on fait un test. Donc c'est ce que tu disais, on filme le découpage, mais chez nous avec des nounours, on fait les plans, et donc on a une version à chaque fois des films complètement débile avec des nounours ou avec nous, enfin voilà. Un peu comme un animatique en animation, quoi. Voilà, mais donc vraiment avec nous deux. Une version suédée. C'est des versions, voilà, on appelle ça des versions suédées. Là, c'est là vraiment où on voit concrètement ce que l'autre voulait vraiment faire des fois, et ça nous permet aussi de se faire comprendre
des autres. Pour que c'est important pour l'équipe d'avoir aussi ce matériau-là. Voilà, et c'est aussi un fil rouge pour le montage. Ça doit être tellement merveilleux de bosser avec eux. En conclusion, je suis ravi d'être descendu dans ce trou de lapin poisseux. J'y ai découvert des tas de choses cool. Beaucoup de musique, quelques cauchemars, l'aspect sensoriel et onirique cauchemardesque du giallo est inégalable. Et à l'heure actuelle, je saurais pas où trouver ces sensations ailleurs. Mais alors, finalement, est-ce que l'étrange couleur est le giallo ultime ? Eh ben je vais me mouiller et je vais dire que... En tout cas c'est mon préféré, et c'est très probablement dû à son traitement et son aspect résolument moderne. Et je serais fou de joie d'avoir plus de takes modernes par d'autres réas sur ce que pourrait être le giallo. Mais Hélène Catet et Bruno Forzeni ont tellement passé le giallo à la centrifugeuse, en ont tiré l'essence intemporelle, la peur, la paranoïa, le sensoriel, la folie, tout ça, et ont synthétisé une pépite d'art pur, ensuite façonnée en une lame terrible que je suis fort content de me rentrer dans le cœur dès que j'en ai l'occasion. Et pour ça, je les en remercie. Trouver une clé à ça, parce et il y a quelqu'un qui théorisait sur le giallo et qui disait que pour faire ressentir la violence, il prenait des choses du quotidien, se brûler, se couper, et c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Et je pense qu'effectivement, le côté arme blanche, c'est quelque chose qui en termes de sensorialité, est facilement identifiable et crée vite des frissons. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère vous avoir transmis l'envie du frisson que procure un bon giallo. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, et si ça vous a plu, eh bien, on va vous faire le discours habituel. Abonnez-vous, c'est gratuit, mettez un pouce, mettez un commentaire, un algomentaire, et surtout, partagez-la, c'est le meilleur moyen de faire connaître la chaîne. Allez, à très vite.